Le capitalisme, c'est un système économique très simple. Celui qui possède les machines, les usines ou les capitaux dicte ses règles, organise le travail et empoche la majeure partie des bénéfices, tandis que les autres exécutent contre un salaire. Dans l'industrie de la culture, c'est exactement la même chose. Historiquement, les moyens de production, ce sont les studios d'enregistrement, les maisons de disques possèdent les machines et les artistes ne sont que de la main-d'œuvre interchangeable. Mais le capitalisme a une faille. Si tu arrives à posséder toi-même ton propre moyen de production, que tu finances ton produit de ta poche et que tu crées une rareté absolue sur le marché, le rapport de force s'inverse. Tu peux alors utiliser les règles de ce système pour imposer ta propre vision, court-circuiter les intermédiaires et dicter tes conditions. C'est précisément l'histoire du hold-up du siècle. En novembre 68, 4 Anglais totalement inconnus du grand public débarquent à New York et signent un contrat d'exclusivité historique qui va traumatiser les multinationales du disque et redéfinir définitivement les règles du jeu de toute l'industrie musicale. Bienvenue dans cette 15e vidéo du mois d'août. Aujourd'hui, on ne va pas beaucoup parler de musique, on va parler de ce qui s'est passé derrière le rideau. On va parler de droit des contrats, de propriété intellectuelle, de stratégie de monopole et de guerre d'influence. Voici comment Led Zeppelin a pris le contrôle de sa propre valeur pour braquer le système. Je vous ai ajouté les vrais extraits musicaux dans la vidéo, donc YouTube coupe la monétisation. Si vous voulez donner de la force pour ce marathon d'une vidéo par jour, le meilleur moyen c'est de vous abonner à cette chaîne et de foncer découvrir ma chaîne secondaire pour apprendre à me connaître. Le lien est dans la description, c'est gratuit et ça me donne un coup de boost de fou pour continuer. Merci pour le soutien, on est parti. Pour comprendre comment ce groupe a braqué l'industrie musicale, il faut d'abord regarder d'où vient l'homme qui a tout orchestré dans l'ombre, un certain Jimmy Page. Il naît en 1944 dans la banlieue de Londres. Son père travaille à l'usine et sa mère est secrétaire médicale, rien ne le destine au business de la musique. À 12 ans, il trouve une vieille guitare acoustique abandonnée et c'est le déclic. Le jeune homme se révèle être un prodige, c'est littéralement digne d'un film. À l'âge de 17 ans, il devient alors musicien de studio à Londres. Dans les années 60, le métier de musicien de studio, c'est une usine. T'arrives le matin, on te donne une feuille de partition, tu joues exactement ce qu'on te demande, tu prends ton chèque et tu pars. Jimmy enchaîne les sessions à un rythme effréné. Il joue pour des dizaines d'artistes de l'époque, enregistre des génériques de films et des publicités. En 65, il gagne très bien sa vie, mais il réalise une chose fondamentale qui va changer sa vision du business. Les musiciens exécutent, les producteurs décident et les maisons de disques s'enrichissent sur leur dos. Il voit des artistes créer des succès mondiaux et repartir avec des miettes pendant que les patrons de labels s'achètent des villas. Et cette frustration professionnelle va devenir sa principale motivation. Il veut le contrôle total de son travail. Alors, en 66, il quitte le confort des studios pour rejoindre un groupe de rock britannique qui commence à avoir une vraie notoriété, les Yardbirds. C'est là qu'il rencontre Peter Grant, le manager du groupe. Peter, c'est un ancien videur de boîte de nuit, ancien catcheur professionnel, un colosse d'1m96 pour plus de 130 kg. Peter n'y connaît rien à la technique musicale, mais il a un instinct commercial redoutable et une méthode de négociation très simple. Le refus systématique des règles établies et l'intimidation physique. C'est pas ouf en termes d'éthique, mais ça marche. En 68, les Yardbirds explosent en vol à cause de tensions internes. Les membres partent les uns après les autres et au final, Jimmy Page était le dernier arrivé du groupe et il se retrouve seul avec Peter Grant et les droits légaux du nom du groupe, notamment un contrat pour une tournée déjà planifiée en Scandinavie qu'ils doivent honorer sous peine d'amende. Une amende qui causerait très certainement une faillite. Alors, au lieu d'abandonner, Jimmy et Peter décident de monter une nouvelle équipe. Ils recrutent 3 inconnus. John, un musicien de studio expérimenté qui sait tout jouer, Robert, un chanteur, et un autre John qui sera batteur. En septembre 68, ils font la tournée scandinave qui était prévue, et il se trouve que le courant passe bien. Alors de retour à Londres, ils restent ensemble et choisissent un nouveau nom de groupe, ce sera Led Zeppelin. Pour comprendre le coup d'état que ce groupe s'apprête à commettre, il faut analyser comment fonctionne l'industrie de la musique en octobre 68. À cette époque, le pouvoir est ultra centralisé. Les maisons de disques possèdent les studios, payent les ingénieurs du son et imposent aux artistes un directeur artistique. C'est lui qui choisit les chansons, décide du style, de la pochette de l'album et du mixage final. La majorité des artistes ne sont
que des salariés. Le modèle économique repose entièrement sur le format du single, le disque 45 tours avec une seule chanson par face. La stratégie des labels est simple, un artiste sort un morceau de 3 minutes conçu spécifiquement pour passer à la radio. Si les radios diffusent le titre, les adolescents achètent le 45 tours. Si le morceau fonctionne très bien, le label invite l'artiste en studio pour enregistrer 9 autres chansons de remplissage et sortir un album. Alors, évidemment, je parle là de la norme. Il y a bien sûr des exceptions comme les Beatles ou Bob Dylan, mais ça, j'en ai déjà parlé. Jimmy Page fait partie de ceux qui refusent catégoriquement le modèle de l'industrie. Alors, en octobre 68, il réunit son groupe en studio pour enregistrer leur premier album. Mais au lieu de demander une avance à une maison de disques, ce qui l'aurait enchaîné aux exigences d'un directeur artistique, Jimmy et Peter financent l'intégralité de l'enregistrement de leur propre poche. Ils dépensent exactement 1782 livres sterling, soit environ 3600 $ de l'époque, et en 30 heures de studio, l'album est bouclé. Le groupe se retrouve alors dans une position unique. Ils possèdent les bandes physiques de leur album, ils ont donc pas de compte à rendre à personne, mais à côté de ça, ils ont également aucun moyen de distribuer leur musique. C'est à ce moment-là que Peter prend un billet d'avion pour New York avec un plan bien précis. Nous sommes en novembre 68 à New York dans les bureaux d'Atlantic Records. Atlantic est un label légendaire, mais il est spécialisé dans la musique noire américaine. On en a parlé dans la vidéo sur Aretha Franklin. Le patron d'Atlantic cherche à ce moment-là désespérément à s'implanter sur le marché émergent du rock britannique, qui commence à rapporter des millions de dollars aux États-Unis. Peter Grant s'assied à la table des négociations face aux dirigeants du label. Il n'est pas venu pour mendier un contrat, il est venu pour imposer ses conditions. Le 11 novembre 68, les deux parties signent un contrat d'exclusivité historique qui va briser définitivement les standards juridiques de l'industrie musicale. Le premier chiffre qui frappe les esprits à l'époque, c'est le montant de l'avance, 200 000 $ non remboursables. Pour te donner une idée, en 68, l'avance moyenne accordée par une major pour un nouveau groupe de rock oscille entre 5 000 et 15 000 $. Led Zeppelin obtient donc une somme plus de 10 fois supérieure à la norme du marché, alors que le public américain ne connaît pas leur existence. En valeur réelle d'aujourd'hui, cela représente plus d'1,7 million de $ pour des parfaits inconnus. Mais la véritable révolution de ce contrat ne réside pas uniquement dans l'argent. Elle est écrite dans les clauses juridiques. La première clause stipule que le groupe conserve la propriété exclusive de ses droits d'édition. Atlantic n'achète pas la musique du groupe, elle achète uniquement le droit de la distribuer pour une durée de 5 ans. La deuxième clause accorde à Jimmy le statut contractuel de producteur unique de tous les disques du groupe. Ça signifie qu'Atlantic s'engage légalement à distribuer les albums sans qu'aucun cadre du label n'ait le droit de modifier une seule note, de changer l'ordre des pistes ou de refuser un morceau jugé trop long ou peu commercial. La troisième clause donne au groupe un droit de veto absolu sur la promotion, le marketing et le visuel des albums. Atlantic ne peut pas utiliser l'image du groupe sans son accord écrit, ni décider du design des pochettes. Et enfin, la quatrième clause fixe le taux de redevance, c'est-à-dire le pourcentage que touche le groupe sur chaque disque vendu, à hauteur de 15%. À cette époque, un taux aussi élevé est strictement réservé à d'immenses stars internationales qui vendent des disques depuis 20 ans. Un nouveau groupe de rock touche habituellement entre 5 et 8%. Mais du coup, je me suis posé la question, pourquoi un géant comme Atlantic a-t-il accepté un deal aussi asymétrique face à des inconnus? Déjà, comme je vous l'ai dit, il y a la peur de rater le train du rock. Atlantic est le roi de la soul, mais ils ont raté la signature des Beatles, des Stones et de The Who. Ils sont en panique totale à l'idée de passer à côté de la décennie rock qui s'annonce. À côté de ça, le groupe n'est pas composé d'amateurs. Pour le grand public, ils sont inconnus, mais Jimmy Page est l'un des musiciens de studio les plus respectés d'Angleterre. Ensuite, il n'y avait pas vraiment de risque de production pour le label, étant donné que l'album était déjà entièrement enregistré et financé par le groupe. Atlantic n'avait pas à payer de studio, d'ingénieur du son ou de producteur. Et pour finir, les 200 000 $ sont une illusion. Ce chiffre donne le vertige, mais dans l'industrie, une avance, c'est une dette récupérable. Atlantic se rembourse sur les premières ventes avant de verser le moindre centime de redevance au groupe. Si l'album cartonne, le label récupère sa mise en quelques mois. La mention non remboursable veut juste dire que si l'album avait été un échec total et s'était vendu à 0 exemplaire, le groupe n'aurait jamais eu à rendre un seul centime de ses 200 000 $ à Atlantic. En clair, Atlantic n'a pas été naïve. Elle a acheté sa survie sur le marché du rock en acceptant de perdre le contrôle artistique pour parier sur un succès commercial de Led Zeppelin. En signant ce document, Atlantic accepte de financer la distribution d'une œuvre dont elle ne possède pas les droits créatifs
créatif sur laquelle elle n'a aucun pouvoir de décision et pour laquelle elle accepte de reverser des redevances 2 fois supérieures aux tarifs en vigueur. Le rapport de force entre les artistes et les labels vient de basculer définitivement. L'impact de cette signature va se propager comme une onde de choc, d'abord sur la carrière de Led Zeppelin, puis sur l'ensemble de l'économie de la culture. En 71, le groupe sort l'album Led Zeppelin 4. La pochette ne comporte aucun titre, aucun nom de groupe, aucun logo, aucune référence à Atlantic et aucune liste de chansons. Pour les directeurs marketing de l'époque, c'est un suicide commercial. Atlantic tente même d'utiliser ses avocats pour bloquer la sortie, mais le contrat signé en 68 est inattaquable. Le groupe refuse de céder, l'album sortira, quoi qu'il en coûte. Yes, there are 2 paths you can go by, but in the long run, there's still time to change the road you're on. It takes so long before I found out what people mean by down and out. It's been a long time since I rock and roll. It's been a long time since I did the stroll. Took my chances on a big jet plane. Never let them tell you that we're all the same. Le groupe applique une stratégie, pas de single, et cette décision commerciale change radicalement le comportement du consommateur. Si tu veux écouter la chanson que tu as entendue chez un ami, tu ne peux pas acheter un petit disque bon marché à 1$. Tu es obligé d'acheter l'album complet à 5$. L'album contient le morceau Stairway to Heaven, le titre le plus diffusé de l'histoire de la radio américaine. Et du coup, si tu voulais écouter ce morceau chez toi, tu étais obligé d'acheter l'album complet étant donné qu'ils avaient strictement refusé de sortir le morceau en single. En plus de ça, l'album contient des hymnes hard rock, des ballades, c'est l'album le plus accessible conçu pour plaire à la fois aux fans de rock pur et au très grand public. Tout le monde y trouve son compte. L'album deviendra l'un des disques les plus vendus de l'histoire avec plus de 37 millions d'exemplaires écoulés. Parallèlement, cette liberté du groupe va les amener à prendre des décisions fortes, notamment celle de boycotter la télévision. Ils refusent de participer aux émissions de variété populaires où les groupes miment leurs morceaux en playback. Le raisonnement de Peter est hyper avant-gardiste. La rareté crée la valeur. Si le public veut voir le groupe, il doit payer un billet de concert. En combinant la vente massive d'albums et l'absence totale de présence médiatique gratuite, Led Zeppelin enchaînera les tournées de stade à guichet fermé. Ils ont leur propre avion privé, remplissent des enceintes de 50 000 places plusieurs soirs d'affilée et imposent aux promoteurs de concerts de leur reverser 90% des recettes de billets contre 50% habituellement. Pour l'industrie musicale globale, le contrat de novembre 68 devient la référence absolue, ce que les juristes américains appellent un boilerplate, c'est-à-dire un contrat qui peut être copié et utilisé sans avoir à apporter de modifications tellement tout est parfait. Dès lors, les avocats de tous les grands groupes de l'époque se serviront du texte de Led Zeppelin pour exiger les mêmes conditions auprès de leur propre maison de disques. La figure du directeur artistique tout-puissant s'effondre. Les labels se transforment progressivement en de simples banques de financement et en structures de logistique de distribution, abandonnant la direction de la création aux musiciens eux-mêmes. Lorsque le groupe s'arrête définitivement en 1980 après la mort du batteur, le paysage de l'industrie n'a plus rien à voir avec celui de 68. En une seule signature, un manager et un guitariste ont prouvé que la propriété intellectuelle et le contrôle total de l'image de marque étaient les armes les plus puissantes du capitalisme moderne. Ils ont ouvert la voie à l'autonomie des artistes des décennies avant l'arrivée d'Internet et de l'autoproduction. En parlant d'autoproduction, on parlera demain des premières briques de la musique électronique, celles qui pourraient être faites directement depuis chez soi sans avoir besoin de groupe ou d'orchestre, et cette révolution sera le fruit du travail d'un duo entre une américaine du nom de Donna Summer et un italien du nom de Giorgio Moroder, et c'est demain. Alors, à demain!